Bonjour et bienvenue dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Aujourd'hui nous parlerons d'animaux mal aimés, du comportement des foules et d'erreurs scientifiques au quotidien. Il est 16h et Science Infuse commence tout de suite. Salut tout le monde. Salut. Alors vous êtes prêts pour aujourd'hui ? Oui. Prêt. On commence tout de suite avec Nicolas pour nous parler d'idées reçues sur les sciences de tous les jours. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas vraiment des idées reçues, c'est plus des petites expressions ou des façons de parler qui sont malheureusement dans nos mœurs et en fait qui sont scientifiquement fausses. J'en ai préparé que 3 aujourd'hui. Je vais les détailler un petit peu, mais sans non plus rentrer trop dedans, parce que chacune pourrait faire l'objet d'une chronique que je ferai peut-être une prochaine fois. Alors la première, c'est aussi la plus connue, hein. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens, enfin pas beaucoup d'entre vous qui la font encore, mais c'est dans l'espace, il n'y a pas de son qui passe. Et oui, donc c'est un petit peu le slogan des films Aliens, si vous connaissez. Dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Tout à fait, merci Corentin. Donc en fait, tous les films de type Star Wars ou qui se passent dans l'espace, et ben à chaque fois que vous entendez des bruits de moteur ou même du son quand les astronautes sont dehors, on va dire, c'est juste pas possible en fait. Il y a vraiment aucun son qui passe. Alors pourquoi il y a ça ? Est-ce qu'il y en a qui savent ou pas ? C'est l'effet du vide. Oui, c'est l'effet du vide. Enfin, c'est une conséquence du vide. En fait, il faut que les ondes passent sur de la matière pour qu'elles se propagent. Ouais, en fait, le son, c'est une vibration de la matière. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un son, il faut qu'il y ait des atomes qui vibrent, donc de la matière qui vibre. Et dans l'espace, en fait, il n'y a pas de matière. Donc rien ne peut vibrer, donc ça se transmet pas. C'est pas le même type d'onde que de la lumière, par exemple, qui n'a pas besoin de matière pour se déplacer. Mais juste pour éviter pas les approximations, mais le doute, on est d'accord. Enfin, nous, si on est dans l'espace, genre s'il y a un astronaute, c'est de la matière en soi. Mais pourquoi, lui, en étant de la matière, ça se propage pas, alors que sur Terre, si ? Parce que sur Terre, en fait, même si on a l'impression qu'autour de nous, il n'y a rien, on peut quand même respirer. Par exemple, vous avez déjà entendu qu'on respire de l'oxygène, enfin du dioxygène, mais du coup, en fait, tout autour de nous, il y a de l'air. Donc de l'air, c'est de l'H2O, du CO2 dont on parle beaucoup, avec plein d'autres choses. Mais du coup, il y a plein d'atomes autour de nous, donc de matière qui peuvent vibrer même si on les voit pas. Et c'est pour ça aussi, si on est peut-être déjà rendu compte, mais quand vous êtes dans une piscine, vous avez l'impression que les sons sont assez amplifiés. C'est parce qu'en fait, dans de l'eau, il y a plus d'atomes que dans l'air. Donc en fait, le son passe encore mieux dans l'eau que dans l'air. Voilà, donc ça, c'était mon premier point, qui était, je pense, le plus connu. Le deuxième point, il est aussi connu, bon je pense que vous autour, vu que vous êtes en bio, vous le savez, c'est l'homme descend du singe. Alors vous avez je pense tous entendu ça, même vous chez vous, on dit que l'homme descend du singe. Alors c'est faux, enfin c'est pas correct. Est-ce que quelqu'un pourrait me faire un début d'explication de pourquoi c'est pas correct ? C'est un raccourci. Oui, mais encore ? On peut pas dire que l'homme descend du singe puisque on a évolué tous les deux. En fait, on a un ancêtre commun duquel on descend et ensuite on s'est différencié. Il y a eu l'homme et les différents groupes de singes. C'est plutôt l'idée d'avoir un ancêtre commun. Ça a été simplifié en disant l'homme descend du singe, mais en fait non, c'est l'ancêtre commun et ensuite on s'est différencié en différents groupes. Ouais, c'est ça. Non mais oui, c'est ça, c'est assez complet ce que tu as dit. C'est en fait, ça reprend la théorie de l'évolution. Donc en fait que tous les animaux évoluent, en fait, se modifient au fur et à mesure des générations, et qu'en fait, il y a un certain nombre de millions d'années, les singes et nous, on n'existait pas, mais il y avait un animal qui s'appelait, appelons-le Billy, comme le dinosaure de Corentin la dernière fois, qui en fait, dans sa descendance, aura les êtres humains, donc nous, mais également les singes, donc qui a donné vie à plusieurs espèces animales. Et en fait, c'est pour ça et du coup, cet animal n'était pas un singe, mais a donné les singes. Donc, on peut pas dire qu'on descend du singe parce que les singes descendent du même animal que nous. Et j'en viens déjà à mon troisième point. Donc celle-là, c'est une erreur que tout le monde fait, même vous, même moi, parce qu'en fait, c'est devenu une erreur admise en fait par tout le monde. C'est la différence entre le poids et la masse. Alors, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ou a des idées ou non ? Il y en a un qui dépend de la gravité, je crois. Ouais, c'est ça, oui. Le poids, c'est la masse fois la force gravitationnelle. Oui, c'est ça. Et la masse, du coup, elle fait partie du calcul du poids, mais c'est pas le poids en lui-même. Le poids, c'est notre masse qui est tirée vers le centre de la Terre. Ouais, c'est ça. En fait, si vous voulez, on dit que quand on va sur une balance, on se pèse et donc on connaît notre poids. Sauf que notre poids, en fait, il est affiché en kilogrammes. Et le problème, c'est que les kilogrammes, c'est l'unité pour la masse. Et si vous voulez, pour faire simple, votre masse, c'est le nombre d'atomes que vous avez en vous. Et le poids, c'est en fait vos atomes qui subissent l'attraction de la Terre. C'est-à-dire que si vous allez sur la Lune, votre poids sera plus faible parce que la Lune, elle attire moins fort que la Terre, mais votre masse restera la même. Est-ce que ça a un rapport au fait que suivant où on se pèse, genre des fois on peut se peser à des endroits complètement différents, genre dans, je sais pas, dans le nord de la France ou dans le sud, et des fois les poids ne sont pas les mêmes. Est-ce que c'est ce que ça peut l'expliquer ? Alors ça pourrait l'expliquer si tu m'avais dit que justement tu te pesais une fois en France, une fois sur la Lune.
Ouais. mais ça n'aura que très peu d'impact parce qu'en fait, le poids, donc c'est la masse multipliée par l'accélération gravitationnelle, comme l'a dit Clarisse. Et sur Terre, l'attraction gravitationnelle, elle est de 9,81. En tout cas, à Paris, elle est de 9,81. 9,81 quoi? C'est des newtons par kilogramme. Le poids se mesure en newtons et la masse en kilogrammes. Et comme vous savez que la Terre, elle n'est pas tout à fait ronde, l'accélération gravitationnelle n'est pas tout à fait la même. Mais en fait, ça varie de 0,1. Si vous voulez, si vous vous pesez à l'équateur, vous allez peser un tout petit peu plus lourd que si vous vous pesez sur l'épaule. Mais ça va influer, peut-être, si vous pesez 60 kg, ça va influer sur peut-être 20 grammes, quelque chose comme ça. Donc c'est pas significatif, et si vous vous pesez en France métropolitaine, ça va vraiment pas changer. Ouais, ça peut pas justifier la prise Non, de c'est ça, poids vous après les pouvez... fêtes. Non, désolé. C'est pas J'aurais parce que tu essayé, t'es j'aurais pesé essayé. hier. Du coup, voilà, j'en ai fini pour ces 3 points. Si jamais il y en a d'autres qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à me les dire. Peut-être que je ferai une deuxième chronique dessus, ou vous pouvez les écrire en commentaire si jamais ça vous vient en tête. Merci. Eh ben merci Nicolas, on va retrouver juste après Margot et Mathilde pour un quiz sur les animaux, mais juste avant on écoute le remix de Stand on the World par Mima. À tout de suite. Rebonjour ou bonjour dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Nous en étions à Margot et à Mathilde qui nous présentent un quiz. Salut. Salut, on se retrouve aujourd'hui pour un quiz sur les animaux mal aimés. Alors, est-ce que vous connaissez des animaux mal aimés? Les araignées. Effectivement, les araignées sont assez mal aimées et provoquent de très grosses peurs chez certaines personnes. Eh bien, sachez que les différentes espèces d'araignées éliminent chaque année 400 millions d'insectes par hectare, loin devant les oiseaux et les autres prédateurs. Nos chères araignées sont donc de remarquables régulatrices des populations d'insectes. Elles vont jouer un rôle écologique très important en limitant la population d'insectes et invertébrés nuisibles à l'agriculture, à l'arboriculture ou même aussi simplement à l'homme. De plus, certains venins d'araignées sont largement étudiés dans la médecine, comme par exemple une protéine qui serait assez importante pour minimiser les effets en fait après un AVC. Et donc connaissez-vous un fameux dicton qu'on utilise pour les araignées qui sont dans nos braves petites maisons? Genre quand on a des Quand araignées. on a des araignées chez nous. Avoir une Ouais. araignée au plafond. Ouais, voilà. C'est autre chose. Non, on dit que quand on a des araignées chez nous, c'est que notre maison est saine. Eh bien, c'est effectivement vrai, car l'araignée assainit les habitations en se nourrissant de différents types d'organismes nuisibles, donc comme je le disais tout à l'heure. Et dans les maisons, du coup, ça va être tout ce qui est moustiques, mites, etc. En plus de ça, elle pratique l'autorégulation, ce qui est super pour ceux qui ont peur des araignées, parce qu'en fait, elles vont se manger entre elles. Donc deux espèces d'araignées qui vont se croiser dans une même maison, et ben, elles vont se manger. Donc plus la peine de les écraser, puisqu'elles vont s'autoréguler. Mais du coup ça c'est entre les araignées de même espèce ou d'espèces différentes? Alors moi, l'exemple que j'ai vu, c'était sur deux espèces d'araignées différentes. Après, je sais pas du tout si ça peut se passer au sein d'une même espèce. Je sais juste que, par exemple, la femelle mange le mâle. Il me semble que si par exemple l'une atterrit sur la toile de l'autre, il peut y avoir combat à ce moment-là. Et donc, prochaine question, du coup, est-ce que vous avez quelques idées reçues sur les araignées? Et je sais bien qu'on en a tous au moins une, et il en existe tellement. Moi, on m'a déjà dit qu'on pouvait en manger pendant la nuit. Oui, donc il y a une idée reçue qui dit qu'on avale des araignées en dormant. Certains estiment qu'on avale près de 4 araignées par an et d'autres 550 grammes dans sa vie, soit 20 000 bestioles. 550 grammes c'est énorme, surtout qu'une araignée ça pèse quoi au final? Genre, même Ah, pas un c'est ça, gramme. en fait. genre. Donc tout ça, c'est bien sûr des légendes urbaines. En effet, si une araignée nous marche sur le visage la nuit, on s'en rend compte. On se réveille soit d'un réveil spontané, soit par entière. Mais de toute façon, pourquoi une araignée irait s'aventurer dans notre bouche? Ouais, Une c'est ce que j'allais araignée. me demander au final. Bah genre, oui. Parce qu'en plus, c'est généralement des espèces qui bougent pas, qui attendent justement que la proie vienne. Ouais. Alors, oui, c'est vrai Pourquoi que elles c'est bizarre, viendraient? ouais. En plus, elles sont en fait munies de poils sensitifs partout sur le corps et elles ont un organe lyriforme, donc en forme de lyre, qui est très sensible. Ils ressentent en fait la vibration, donc elle va pas s'approcher de vous puisque vous faites vous-même plein de vibrations. Et en plus de ça, les araignées captent les odeurs avec les pattes. Donc vous pensez vraiment qu'elle va venir s'aventurer près de votre bouche béante qui sent le fennec? Non. Du coup, en parlant un peu d'araignées qui s'aventurent dans des cavités buccales ou quoi, vous avez pas une autre d'idée reçue? Que les insectes pourraient rentrer dans nos oreilles ou quelque chose comme ça? Exactement, donc là du coup c'est sur les araignées. Donc il y a une petite idée reçue, très fausse, qui dirait que les araignées s'installent dans nos oreilles. Et d'ailleurs, il y a des vidéos là-dessus où on voit quelqu'un qui se fait enlever une énorme araignée de l'oreille, donc ça fait assez peur. Alors les araignées ne vont pas forcément dans les oreilles, ça peut arriver, mais c'est des cas très très rares. Seules les petites espèces pourraient le faire, a priori, et les pavillons de l'oreille ne les attirent pas. De plus, il suffirait, si jamais ça arrive, de les enlever à l'aide d'eau sous pression, tout simplement.
comme autre idée reçue sur les araignées, il y avait aussi le fait qu'elles pondent sous la peau. Eh bien, sachez que c'est tout bonnement impossible. Parce que donc les araignées ne possèdent pas d'organes perforant la peau pour y déposer leurs œufs. Et en plus de ça, les œufs sont toujours entourés de fils de soie, plus ou moins en grande quantité. Et d'ailleurs, alors, du coup, là, les œufs, elle les laisse où? Elle les laisse sur elle les dépose quelque part? Ça dépend des espèces d'araignées. Il y en a certaines qui les gardent sur elles et qui d'ailleurs font les super belles vidéos de gens qui écrasent les araignées. Et puis t'as celles qui les laissent sur leur toile. Enfin, ça dépend. Vous connaissez d'autres animaux mal aimés? Moi, je dirais les requins. Les requins mangeurs d'hommes. Fameux mythe. Rien que le nom de squale fait froid dans le dos à bon nombre de personnes et les films Les Dents de la Mer n'aident pas à ce mythe. L'homme a environ 3000 fois plus de chances d'avoir un accident de voiture que de se faire attaquer par un requin, pour vous faire une petite idée. Si l'idée qu'un requin puisse croquer un humain est répandue dans l'imaginaire collectif, il est beaucoup plus rare que cela arrive réellement. Le requin se montre en réalité plutôt gourmet et l'être humain ne fait pas partie de son régime alimentaire. La preuve, il réagit bien davantage au sang de calamars et de poissons. On dénombre néanmoins en moyenne qu'une dizaine d'attaques mortelles de requins ont lieu par an au niveau de l'être humain. Alors certes, il y a des hommes morts, mais si vous y regardez de plus près, il y a des circonstances atténuantes pour les requins. L'attaque peut être provoquée par une stimulation alimentaire, comme des plongeurs qui viennent avec des poissons morts et qui nourrissent les requins. Il y a l'odeur de poisson qui attire les requins. Il y a aussi les surfeurs qui vont sur le territoire des requins alors qu'au final, ils n'ont rien à y faire. Ouais, c'est une morsure par erreur d'interprétation en fait. Souvent, le surfeur sur sa planche, ça représente un animal qui ressemble par exemple aux otaries. C'est un animal qui a un ventre assez clair, donc la planche, elle est claire. Il y a 4 membres sur les côtés qui nagent. Ça me fait penser aussi que il y a beaucoup d'espèces de requins qui reconnaissent leur proie justement en étant en dessous d'elle et juste avec leur forme, comme ce que tu dis. C'est ça. Sinon, il peut y avoir des morsures d'investigation. C'est comme nous quand on est petit et qu'on met tout à la bouche pour découvrir le monde. Et ben là, le requin, il fait pareil en fait. Il voit un plongeur, il le connaît pas, il sait pas ce que c'est, donc il va venir, il va mordre, mais pas avec toute sa puissance. C'est une forme de curiosité pour l'animal au final. Oui, carrément. Du coup, en parlant des requins, est-ce que les requins ont des prédateurs naturels? Oui, contrairement à ce qu'on pense, oui, il en a. Il a un adversaire de taille, c'est l'orque. Il agresse beaucoup d'espèces justement, c'est une espèce violente quand même, si je dis pas de bêtises. Et ça s'est déjà vu des groupes d'orques qui attaquent des baleines? Oui, surtout les baleineaux, ils essaient de le séparer, ensuite ils s'en occupent. Et maintenant je vous fais une petite partie prévention sur les requins et la pêche. Donc vous savez que les requins sont pêchés uniquement pour leurs ailerons, pour en faire de la soupe, ou bien pour utiliser leur cartilage en vue d'un traitement anti-cancer qui n'est pas du tout vérifié. Voilà, on aime les requins et on les protège. Eh ben super, avant d'aller plus loin, on écoute Abba, avant de vous retrouver pour parler de piranha et de guêpes dans la deuxième partie du quiz sur les animaux mal aimés. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux avec la page Facebook, écouter les anciennes émissions sur la chaîne YouTube Science Infuse. On se dit à tout de suite. Bon retour dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Et nous reprenons le quiz sur les animaux mal aimés, fait par Margot et Mathilde. Nous revoici. Donc on reprend notre petite question habituelle maintenant. Est-ce que vous connaissez d'autres animaux mal aimés? Bah juste dans la partie d'avant, j'ai cru entendre parler de piranhas. Eh oui, les piranhas mangeurs d'hommes, les fameux. Alors déjà, il faut savoir que la majorité des piranhas sont végétariens. Ouais, ça casse un peu le mythe. Les piranhas sont herbivores et se nourrissent de végétaux, de fruits, de noix et ont des dents étrangement humaines. Ah oui, j'ai vu des photos, des limites malaisant. Enfin, c'est vraiment des dents. C'est ça. Ça ressemble vraiment à des dents humaines sur un poisson. Ça casse quand même genre tout le mythe des piranhas qui se jettent sur toi pour te bouffer. Oui, c'est ça. Si vous voulez une info un peu sympa sur les piranhas, il faut savoir qu'ils sont en symbiose avec des vers nématodes qui représentent à peu près 15% de leur poids du corps. C'est pas un parasitisme par les vers, c'est en fait les vers qui leur permettent de digérer tous les végétaux qu'ils consomment. Mais c'est vrai que c'est étonnant ça, des poissons qui mangent de la salade au final. Oui, c'est des herbivores, mais la réputation faite aux piranhas est due à 2 espèces, dont le piranha à ventre rouge qui a des dents coupantes comme des rasoirs et cette fois-ci du coup elles sont bien pointues et ressemblent pas du tout à nos dents à nous. Donc ils ont une force dans les mâchoires 30 fois supérieure au poids du poisson. Ils se déplacent en banc à la différence des autres et ils peuvent repérer la présence de sang dans l'eau à plusieurs dizaines de mètres. Mais ce sont des opportunistes et des charognards, du coup ils viendront pas attaquer un être humain. Ou alors c'est qu'ils sont affamés, très affamés. C'est ce que j'allais dire, ouais. Il y a Franklin Roosevelt qui a écrit ça dans son livre quand il a fait un petit tour du monde. Il a vu dans une mare des indigènes qui ont déposé une vache qui a été entièrement dévorée par des piranhas. En fait, ça s'explique par le fait que les piranhas ont été affamés avant. Du coup, naturellement, ils sont donc charognards, opportunistes, ils vont pas s'attaquer à l'espèce humaine.
Et on trouve énormément de personnes qui ont essayé de se baigner avec des piranhas à qui il n'est rien arrivé. Même dans un cas, un homme s'est baigné totalement nu avec un gros morceau de viande, la bonne idée. Et les piranhas ont juste mangé le morceau de viande, mais n'ont pas du tout attaqué l'homme. Donc c'est vraiment une bonne idée reçue. Ouais, mais tu vois, moi je l'essayerais pas quand même. Non, ah non, moi non plus. Vraiment, très mauvaise idée. Faut Mais avoir l'idée en plus. on voit que même dans ce Et la cas-là, confiance. Est-ce que vous avez une idée d'insectes plutôt mal aimés, surtout durant les barbecues de famille Ah, qui les sont- guêpes. Exactement. Les guêpes ont plutôt tendance à s'inviter. Ces petites bêtes volantes sont à l'origine aussi de nombreuses peurs. Mais savez-vous quelle est l'utilité des guêpes? Mais c'est des prédateurs aussi, je crois. Donc ils mangent aussi d'autres insectes. Ouais, déjà, ils débarrassent beaucoup d'insectes nuisibles, mais c'est pas vers là que je vais vous emmener. Donc elles auraient un rôle important. Aimez-vous le vin? Non. Attends, oui, mais attends, je savais pas que les guêpes ont un rôle avec le vin. Avec le vin. Alors, eh bien, les guêpes sont précieuses pour la fabrication du vin. Les guêpes sont des alliés de choix pour nos vignerons. Elles permettent aux levures que l'on trouve dans le raisin de bien se développer. La levure désigne donc originellement des champignons unicellulaires capables de provoquer la fermentation des matières animales ou végétales. La fermentation, c'est un processus biologique se déroulant dans un milieu privé d'oxygène. Revenons-en à nos guêpes et à nos vins. D'après une étude de l'université de Florence, l'estomac de ces guêpes est un lieu parfaitement adapté au développement de champignons utilisés pour la fabrication du vin, de la bière et du pain. C'est le cas par exemple du champignon Saccharomyces cerevisiae. On adore les noms compliqués. Donc comment s'explique ce phénomène naturel? Eh bien c'est très simple. Les graines de raisin de fin de saison contiennent une quantité élevée de levure. Pour les guêpes, ces raisins représentent une source d'alimentation très appréciée. Les levures absorbées vont rester donc dans l'estomac pendant tout l'hiver. Après reproduction, ces levures se retrouvent alors dans le patrimoine génétique de leur descendance. Les guêpes les transmettent aussi lorsqu'elles régurgitent la nourriture qui va nourrir leurs petits. Tous se partagent, c'est magnifique. Cette nouvelle génération d'insectes injectera ensuite ces levures au raisin de la récolte suivante. Waouh. Pour vous, les guêpes sont-elles des insectes pollinisateurs? Du coup, non. Alors elles sont pas considérées comme insectes pollinisateurs. C'est un fait peu connu. Les guêpes sont indispensables pour les figuiers. La guêpe du figuier nommée guêpe Agaonidae joue le rôle de livreuse de pollen pour le figuier là. Elle permet ainsi à l'arbre de réaliser son cycle reproductif en totalité. En biologie, on appelle cette relation mutuelle exclusive le mutualisme. L'insecte et le végétal comptent l'un sur l'autre pour survivre. Puisque cette espèce utilise le figuier comme aire de nidification, on peut donc penser qu'il y a des œufs de guêpes dans les figues que nous consommons. En réalité, non, donc, car les guêpes Agaonidae, je vais y arriver, sélectionnent des figuiers mâles pour y déposer sa ponte, et il faut savoir que ces fruits donc sont impropres à la consommation. Les figuiers femelles, dont nous mangeons les fruits, disposent de stratagèmes complexes qui empêchent la ponte, mais autorisent le transfert de grains de pollen. Et maintenant, j'aimerais vous parler des méduses. On adore les méduses. Pas tout le monde, non, dans l'idée générale. Vous aimez les méduses, vous? Ah oui, Ah, j'adore moi, je suis ça. pas fan. Pourquoi Mais- t'es pas fan? Parce que les méduses, ça pique. C'est vrai, on associe plus ça à une idée de brûlure, parce que la méduse n'a pas décidé de nous piquer, c'est plus un réflexe qui a lieu quand on est en contact avec la méduse. On trouve sur les tentacules des méduses des petites cellules, ça s'appelle des cnidocytes. C'est un peu comme un Kinder Surprise, qui contient un hématocyste. C'est un petit harpon venimeux qui est monté sur ressort. Et en fait, quand on touche une méduse, ça déclenche un petit cil sensible qui va envoyer ce fameux nématocyste se planter dans notre peau, lancer le venin. Mais quand on touche une méduse, on récupère certes une quantité de dards des cnidocytes important, mais aussi une énorme dose de cellules encore fermées. Et quand on en vient à les retoucher ou à poser quelque chose dessus pour essayer de calmer la brûlure, en fait on va activer ces cellules et aggraver la brûlure. Est-ce que vous connaissez des moyens de calmer une brûlure de méduse? Classique, uriner dessus. Oui, c'est une belle idée reçue parce que en urinant sur une piqûre de méduse, on va changer le pH de la peau, donc c'est l'acidité qu'on trouve au niveau de la peau. On risque en fait d'activer encore plus les cellules qui étaient jusque-là inactives et d'aggraver notre brûlure. Et ce qui est conseillé de faire, c'est de gratter la brûlure avec du sable, histoire d'enlever toutes les cellules, de s'en débarrasser en les rinçant à l'eau de mer. Il y aura juste une petite question. C'est vraiment un réflexe qui se produit à partir que la méduse soit en contact avec quelque chose. Oui. C'est pas obligatoirement l'humain. Non, d'ailleurs, ce réflexe se produit encore chez les méduses mortes. Morte, ouais. Sur la plage, donc on touche pas les méduses qu'on voit. Toutes les méduses piquent pas après, mais dans le doute, on touche pas les méduses qu'on croise sur la plage. Eh ben merci à toutes les deux. Tout de suite, on va faire une pause avec Talisco et juste après, je vous parlerai de la science qui étudie le comportement des foules. À tout de suite. Bon retour dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Tout de suite, je vais vous parler de la fouloscopie.
Alors ce week-end, je suis tombé sur un livre que j'ai dévoré qui parlait du comportement des foules, avec comme titre La fouloscopie, ce que la foule dit de nous de Mehdi Moussaïd. Donc sorti en 2019 aux éditions Humaine Sciences, que je conseille fortement. Mais qui est Mehdi Moussaïd ? En gros, c'est un chercheur en éthologie. Et Margot, qu'est-ce que l'éthologie ? Alors donc l'éthologie, c'est l'étude des comportements animaux, et donc généralement c'est surtout dans leur milieu naturel. Oui, c'est exactement ça. Mehdi Moussaïd, lui, il est spécialisé en fouloscopie, qui est une sous-branche de l'éthologie. Donc c'est une science qui est toute récente, qui s'intéresse à l'étude du comportement des foules. Par exemple, alors j'ai oublié son nom, mais il y a un chercheur qui allait à des concerts, il se mettait exprès devant les scènes d'artistes réputés pour être dans les pogos ou les bousculades, pour comprendre comment la foule fonctionnait dans ces moments-là. Donc revenons à Mehdi Moussaïd. Donc il a fait ses études à Nantes, puis sa thèse à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Son domaine de recherche se situe au final entre les sciences, entre parenthèses, dures et les sciences humaines. Donc en étant au début dans un laboratoire de biologie, puis de physique à l'école polytechnique de Zurich, et en passant par la psychologie, et il est actuellement à l'Institut Max Planck de Berlin. Donc la fouloscopie, ça se divise en 3 axes principaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle le déplacement collectif. En gros, c'est l'étude des mouvements des piétons, ainsi que des grands rassemblements. Par exemple, là, comme ça, quand vous marchez, dans les rues, avec 3-4 potes, comment êtes-vous positionné ? Souvent en ligne. Non, justement. En fait, généralement, on est positionné de façon à voir chacun des gens qui marchent avec nous, quand t'es dans un petit groupe. Et ça, c'est assez peu prévisible de savoir comment les gens vont se déplacer en petits groupes. Mais plus le groupe est grand et plus la foule est condensée, plus la foule aura tendance à se comporter comme une particule, enfin comme un ensemble de particules. Par exemple, imaginez que beaucoup de personnes se trouvent dans un même endroit et pour X raison, la foule a peur et se précipite vers une sortie le plus rapidement possible. Eh bien, on se rend compte que comme un fluide en physique, plus les gens se précipiteront pour fuir, plus ils perdront de temps pour sortir d'un immeuble en feu par exemple. Car chaque personne va finalement pousser les autres pour sa propre survie, mais ce comportement est contre-intuitif, car si tout le monde pense comme ça, les gens vont finalement se ralentir en ne pensant qu'à eux, alors qu'à l'inverse, si le groupe se décide à marcher rapidement mais sans en abuser, il n'y aura pas trop de bousculade avec une économie importante de temps pour sortir et maximiser leurs chances de survie. En physique, c'est imaginer que vous devez faire passer 1 kg de riz dans un entonnoir, et bien en mettant beaucoup de riz d'un coup, les grains vont se gêner, puis au final l'entonnoir sera bouché, alors que si vous laissez glisser le riz à une vitesse légèrement rapide, de façon régulière et sans accélérer d'un coup, le riz s'écoulera beaucoup plus facilement et c'est exactement la même chose pour nous. Des physiciens ont travaillé aussi sur ce problème et on se rend compte qu'en plaçant un objet devant une sortie, comme une statue, maintenant vous verrez les statues autrement, eh bien les particules vont passer autour. Et ça va fluidifier le passage. Dans certains grands supermarchés, au niveau des sorties, vous pouvez trouver des objets, je sais pas, des gros blocs juste devant une sortie, c'est en cas de problème, ça fluidifie le passage. Ouais, parce que du coup, si on se dirige tous en même temps vers la porte, ça va faire un bouchon humain. C'est ça. Le deuxième axe de la fouloscopie, c'est la contagion sociale, donc qui est l'étude de la propagation des informations, des émotions et des idées. Donc comment explique-t-on que lorsqu'on joue au téléphone arabe, la phrase en début de ligne va changer à la fin ? C'est très intéressant donc pour étudier le comportement des fake news sur les réseaux sociaux. D'ailleurs sur les réseaux, la fouloscopie a permis de montrer que les gens ont tendance à suivre que des choses qui confirment leurs opinions, les mettant dans une bulle qui noie le débat et les nouvelles idées. Et ça c'est aussi un biais cognitif, c'est juste que la fouloscopie l'a confirmé sur les réseaux. Et en ce moment, grâce à cette science, il y a des grands groupes comme les GAFAM, donc qui sont les GAFAM ? Bonne question. C'est les grands groupes, donc GAFAM, donc Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Donc, en gros, ils commencent à tester des algorithmes capables de dire avec un taux de 75% de réussite quelle information est une fake news ou pas. La question qu'on se pose est-il judicieux d'aller au bout de ces recherches car au final l'information sera complètement contrôlée ? Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Moi je dirais que non, ça coupe un peu la liberté d'expression, ça nous fait pas développer notre esprit critique, on va lire des choses qui sont forcément vraies, ou alors si ça passe dans l'algorithme et qu'on voit pas que c'est faux par exemple, on va le lire, on va se dire c'est forcément vrai, et on va pas penser à quoi ça pourrait être faux. Ouais, aller chercher, aller plus loin au final. Oui, voilà. Après ça dépend qu'est-ce qui vérifie l'information. C'est vrai que d'un côté ça peut être bien si t'as un truc qui permet de virer toutes les fake news on va dire. Le problème c'est bien sûr qui régule ça et ça permettrait de faire passer certaines opinions. En gros faut voir les deux côtés de la médaille on va dire. Alors sur le principe c'est une bonne idée. Après voir quelles informations vont être filtrées, lesquelles vont pas être filtrées. Ah c'est un outil. Si c'est juste sur des informations on va dire scientifiques pures, ou pas forcément scientifiques mais des informations où c'est vrai faux et que du coup ils enlèvent tout ce qui est faux pour garder ce qui est vrai, là ok. Mais si après ça commence à déborder un petit peu en des opinions, certaines opinions qui seront pas mises en avant parce que ça va pas dans la politique de telle ou telle entreprise qui gère ça, là c'est plus compliqué. Oui, puis en plus je rejoins aussi ton opinion Nicolas, parce que du coup si ça dépend de qui contrôle, et ça voudrait dire qu'on pourrait manipuler les gens sur des informations en fait. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Après le souci c'est que si c'était complètement libre, il y aurait peut-être plus de mauvaises informations qui pourraient circuler, les gens
gens seraient alors mal informés. Enfin, c'est compliqué en fait. Bah, c'est un débat qui va bientôt arriver, je pense. Et même en parlant de ça, les réseaux prévoient de mettre en fait un pourcentage de sérieux à côté de chaque article. Donc c'est Facebook qui a prévu de faire ça. Et du coup, qui c'est qui jugerait le sérieux? Ce serait les votes des gens qui lisent les trucs? Non, ce serait l'algorithme. Parce qu'en fait, bon, ça, je l'ai pas approfondi dans ma chronique, mais en gros, imaginez un arbre généalogique de la famille, quelque chose comme ça. Et ben, on peut faire la même chose avec l'information, genre par qui passe l'information. Et en fait, quand l'information est une fake news, le schéma n'est pas le même que si c'est une vraie fake news dans la transmission d'informations. En gros, pour reconnaître une fake news, l'algorithme, il voit deux choses. La première, c'est que quand une news qui n'est pas une fausse se diffuse, elle va laisser des traces, certaines traces, et grâce à ça, on va pouvoir voir que c'est une fake news ou pas. Et les traces pour les fake news sont différentes en fait. Mais pas tout le temps. Des fois, c'est très rare, enfin c'est plus rare, mais ça peut s'inverser, on peut confondre au final. D'où les 75% de réussite. Ok. Et je vais passer au dernier point, donc c'est l'intelligence collective. Par contre, je vais m'intéresser qu'à une seule sous-partie parce que c'est beaucoup trop long. Ce sera la sagesse des foules. Donc on va s'attarder sur Francis Galton. Est-ce que vous savez déjà qui c'est? Non. Pas du tout. Eh ben, c'est le précurseur de l'eugénisme. Ah, ça me dit quelque chose de non. Tu saurais pas le définir? Quelqu'un saurait le définir? En gros, l'eugénisme, c'est ce qui a créé la pensée qu'il y aurait une race supérieure. Que le but au final, c'est que ces gens supérieurs se reproduisent entre eux. Donc voilà, déjà vous avez l'idée de la personne. Donc Galton, lui, c'est un grand fan de statistiques, et il faisait pas mal d'expériences, dont une qui avait pour but de montrer la stupidité des masses. En gros, pendant une foire agricole, il demande à beaucoup de gens au hasard de donner le poids en steak d'un taureau. Et donc les gens ont donné beaucoup de valeurs proches, éloignées, il y avait beaucoup d'erreurs, voire que ça. Donc Galton, il est content, il a l'impression qu'il se dit « c'est bon, ils sont tous bêtes ». Et en fait, il calcule la moyenne. Il tombe sur 543 kilos. À votre avis, quel était le poids du... Oh non, c'était le bon poids. Non, ils se sont trompés de 1 kilo. C'était 542. Ouais, non mais quand même, ils sont vachement proches. Alors, là où il dit comme ça, on a l'impression que c'est de la magie. Hein. Mais au final, quand il y a un grand volume de personnes, eh ben, on se rend compte qu'il y a quand même une échelle qui a tendance à varier sur le milieu, le but juste. Par contre, pour que cette expérience ne soit pas faussée, il faut impérativement que les gens ne connaissent pas les réponses des autres pour éviter les influences, en fait. Et on se rend compte d'ailleurs dans le livre que beaucoup de gens suivent plus les influences des autres que eux-mêmes. Donc, là, je sais que quelques points du livre, hein, donc je vous conseille vraiment d'aller le lire. Donc, je vous rappelle que le livre est de Mehdi Moussaïd, il s'appelle La Fouloscopie, ce que la foule dit de nous. Il possède aussi une chaîne YouTube et un site qui possède le même nom. Je précise aussi que ce n'est pas un placement de produit, mais vraiment un coup de cœur pour son travail de vulgarisateur. Et ben merci à tous. Maintenant, on va faire une pause avant la dernière partie de Science Infuse, où nous retrouvons Clarisse pour nous présenter un animal bien mystérieux. Mais juste avant, on écoute les Rolling Stones. À tout de suite. Bonjour, vous êtes dans la dernière partie de l'émission de vulgarisation scientifique Science Infuse, et on écoute tout de suite Clarisse pour nous parler d'un animal bien mystérieux. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter une chronique sur un animal vraiment original. En effet, tous les animaux sont particuliers, mais celui-ci plus que les autres. Mais avant, je vais vous proposer un petit jeu. Je vais vous passer le cri de l'animal en question, et vous devez deviner quel est cet animal. Vous avez 15 secondes. C'est parti. Ah, très film d'horreur, hein, comme vous Ouais, voyez. tu nous as C'est fait- énorme. C'est pour préparer Halloween que tu nous as fait écouter ça? Peut-être. Alors, est-ce que vous avez une idée? Au moins de la famille dont ça pourrait être? Moi, ça me fait penser à Est-ce qu'il a peut-être un peur? truc avec un bec. Ouais, moi aussi, Un truc j'allais avec un bec. dire un Eh ben, canard. Pas du tout. Ouais, pas du tout. Alors... Mais est-ce que c'est quelque chose Un qui a petit peur, ou mammifère. c'est vraiment juste son cri habituel? C'est son cri habituel. Non. Il doit vraiment faire peur. Hein. Un petit mammifère. Petit, oui. Il fait 1m80. Moyennement petit, quoi. Alors du coup, c'est le wombat. Je sais pas si vous Ah connaissez. oui. Ah, pas du tout. Ok, alors le wombat, c'est un animal qui ressemble à un petit ours. Il a de petites oreilles, de petits yeux, un petit cou court et musclé, et des pattes courtes épaisses avec de grosses griffes. Il a une fourrure allant du beige au noir, et il a une queue qui n'est pas visible parce qu'elle est cachée dans sa fourrure. Et il fait en moyenne 1 mètre pour 25 kilos. Oui, Pas mal. c'est pas ce qu'on Pas appelle un petit mammifère. Petit gabarit. Je pense qu'on vous mettra une photo sur la page Facebook pour que Ouais. vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Ah, là, je viens de le voir, on dirait vraiment une petite peluche un peu. Oh non, c'est beaucoup trop mignon. Bah, le cri un peu moins, mais. Voilà, c'est ça. Ça, tu le prends à côté de toi. Oh, il est mignon. Ouais. Et ben justement, je vais vous parler de son petit caractère parce qu'il est très mignon et mieux vaut ne pas s'y fier. Alors le wombat, c'est un animal très têtu. Il va plutôt foncer dans le tas que de faire le tour. Et pourtant, il est reconnu pour son intelligence. Et ils sont aussi un peu bipolaires. Ils peuvent se laisser caresser et à la seconde d'après te charger et te mordre. Ah ouais, mais pour aucune raison. Genre, même pas pour, comme moyen de défense ou. Non, voilà, ils sont un peu bipolaires. Et du coup, avec leur carrure, ils peuvent en plus faire tomber un homme. Ah donc oui. il faut pas trop se battre avec eux, quoi. Pas trop l'approcher, quoi.
Ils peuvent vivre entre 5 et 15 ans dans la nature et jusqu'à 30 ans en captivité. Est-ce que vous auriez une idée de quelles sont ses activités favorites ? Manger, comme Oui. tout animal. Faire la sieste. Et oui, c'est 2 seules activités favorites. En fait, C'est un panda bis. presque. Alors du coup, ils sont très gourmands. Ils passent en moyenne 6 heures par jour à chercher de la nourriture et à manger. Et c'est de très gros dormeurs puisqu'ils passent en moyenne 16 heures par jour à dormir. En gros, ça leur donne 2 heures pour faire leurs autres activités qui ne sont pas Pour aller nombreuses. sur Facebook. ou Voilà, attendre un c'est peu. ça. Se reproduire. Crier. Alors, ce sont des animaux herbivores, ils mangent des racines, des écorces, de l'herbe, et ils appartiennent à la famille des marsupiaux. Donc, comme les kangourous et les koalas, ils ont une petite poche pour protéger leur petit après sa naissance et pour qu'il puisse finir de se développer en toute sécurité. Mais sauf que leur poche, elle est dans l'autre sens par rapport aux animaux normaux, puisque c'est un animal fuisseur. Ils creusent des terriers, et comme ça permet à ce que la terre ne rentre pas dans la poche pour embêter le petit. Et c'est d'ailleurs le plus gros animal fuisseur du monde. C'est pas aussi dû au fait qu'il marche il doit marcher à 4 pattes, non? Si Oui, la il poche marche est à quatre l'envers, pattes aussi. Oui, c'est vrai que ça doit être dû à ça aussi. Ouais, parce qu'on a des exemplaires comme ça au Muséum aquarium de Nancy, où il y a des marsupiaux qui ont une poche montée à l'envers, et on nous a dit que c'était dû au fait que l'animal marche à 4 pattes. Ok. Voilà. Et qui rouvre le 1er novembre, c'est-à-dire aujourd'hui. Waouh. Yes. Du coup, il peut creuser des terriers de 20 mètres de long, de 2 mètres de profondeur. C'est pour se protéger de la chaleur parce qu'ils vivent en Australie et dans les petites îles aux alentours, donc la Tasmanie ou des choses comme ça. Et leur petit côté fainéant, il les pousse à chercher des terres faciles à creuser, assez humides, donc on va surtout les retrouver dans des forêts. C'est leur lieu de prédilection. J'ai un peu tout dit sur la présentation de cet animal. Maintenant, on a vu que c'était un animal mignon, gentil, la plupart du temps, mais en quoi est-il si particulier ? Et bien tout d'abord, le wombat ne boit jamais. Il trouve l'eau dont il a besoin dans les plantes qu'il mange. Et pour un si gros gabarit, c'est étonnant. c'est vraiment très étonnant. Mais après, qu'est-ce qu'ils mangent comme plante? Genre, je sais pas si en Australie on trouve des cactus, mais s'ils trouvent des cactus, dedans il y a beaucoup d'eau justement. Donc j'ai vu que son régime alimentaire, c'était des herbes, des écorces, tout ce qu'on peut trouver dans nos forêts, par exemple. Donc je pense qu'il mange pas trop tout ce qui est cactus et tout, et que vraiment l'eau dans ces végétaux-là lui suffit. Il a peut-être un système de récupération d'eau Ouais, aussi. Oui, peut-être. plus, Je me suis pas plus développé, renseignée il élimine plus, peut-être mais- moins. Ouais. Ah, peut-être aussi, c'est comme avec les chameaux, si je dis pas de bêtises, eux, c'est parce qu'ils ont beaucoup de graisse qu'ils arrivent à garder l'eau. Peut-être que c'est le même principe. C'est vrai qu'il est assez trapu en plus. C'est mignon. Ensuite, c'est un animal qui peut courir à 40 km/h, soit plus vite que Usain Bolt. Ah ouais, quand même. Oui, quand même. Bon, par contre, il tient 2 minutes. Mais C'est déjà ça de prix. c'est déjà ça. Nous, on le fait pas, quoi. Et puis, c'est un animal qui est très connu, puisqu'il fait des selles carrées. Il fait des caca cubiques. Enfin, chaque individu a des selles qui ont une odeur différente. Ça leur permet de retrouver leur terrier quand ils marchent toute la nuit pour chercher de la nourriture, et de savoir si d'autres wombats sont passés près de leur territoire. En restant dans les postérieurs, il va protéger son terrier avec son fessier. Alors en fait, il a une plaque osseuse au niveau des fesses, qu'on appelle un bouclier, comme chez les tatous par exemple, qui ont plusieurs boucliers sur le dos. Lui, il en a une au niveau des fesses, et du coup, il va boucher son terrier avec ses fesses, et ça va empêcher les prédateurs de rentrer et de l'attaquer. Plutôt malin. Voilà, du coup je vais finir cette chronique avec un peu de prévention. Donc le wombat, il a plusieurs prédateurs. Les dingos, les renards, les diables de Tasmanie, mais aussi l'homme. L'installation de l'homme et de l'agriculture en Australie a repoussé leur habitat, les emmenant plus vers des endroits montagneux plutôt que dans les forêts où ils vivent en temps normal. Et du coup ça réduit considérablement leur espérance de vie parce qu'ils peuvent moins se cacher, ils ont moins de facilité à creuser et il peut y avoir des cas de chute. Et aussi, les fermiers là-haut, ils les chassent et les tuent parce qu'ils sont vus comme des nuisibles, comme on voit les taupes ou d'autres animaux du genre. Voilà, à cause de tout cela, il n'y a plus que 115 individus à l'étau sauvage dans le Queensland et quelques milliers dans le monde. Le wombat est donc malheureusement en danger critique d'extinction. Et quand tu dis dans le monde, c'est là principalement dans des zoos, je suppose. Alors, il n'y en a pas tant que ça. Je sais qu'il y a des parcs naturels en Australie pour les préserver justement. Et du coup, il y en a beaucoup là-haut. Et dans les zoos, on n'en a même pas trop parce que c'est vraiment rare. Et malheureusement, c'est déjà la fin de l'émission. Merci Clarisse pour ta première chronique. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook Fadjet, Science Infuse, et écouter les anciennes émissions sur YouTube avec la chaîne Science Infuse. On vous souhaite tous un bon week-end. Bon week-end. On vous laisse avec l'émission Plafard et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission. I'm so high, you should stay low. Ooh, you can see me flying. Now is the time if you wanna let go. So I'll let you go.